là aujourd'hui pour la 3e Battle Jack Daniels. Donc on est super content de vous avoir. Je ne sais pas si vous êtes content d'être là ce matin. Bien sûr. On est content ou on n'est pas content? On est bien ou on n'est pas bien ici? On est bien. On est bien. Donc je suis aussi contente de revoir des visages. Donc ça veut dire que d'année en année, vous retentez votre chance. Donc bienvenue aux nouveaux également. Et on va commencer par l'information de Nir, notre spécialiste des whiskies américains en Europe, qu'on a fait venir spécialement pour vous sur Maurice. Donc voilà. Bon, moi j'ai été moyennement satisfait du bonjour. Normalement, d'habitude, quand ils disent bonjour, il y a les murs qui vibrent. Alors là, si vous avez les caméras, c'est le moment parce que là, ça va vibrer. Bonjour! Bonjour! Allez, ça va. Demain, ça sera. Vous verrez, vous aurez moins la patate demain. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y en a beaucoup que je revois, ça me fait extrêmement plaisir d'être à nouveau parmi vous cette année. Je vais quand même me présenter un petit peu, comme ça va vous parler un peu plus. Moi, je ne fais pas le commerce de whisky, je suis un barman comme vous. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des études de bar, j'ai même fait des études de cuisinier pour vous dire. Je suis rentré dans le bar par passion, et puis j'ai été chef barman en palace, et puis un jour, j'ai arrêté un petit peu tout ce monde des palaces pour partager mes connaissances que j'avais acquis pendant plus de 10 ans. Et puis ça fait maintenant 25 ans que j'ai mis mon premier pied derrière mon bar. Donc vous voyez, j'ai les mêmes passions que vous, j'ai la même problématique que vous. J'ai des gens en face de moi qui me demandent des choses, qui me demandent des conseils sur quel cocktail, etc. etc. Et au fur et à mesure, je me suis passionné pour vraiment les produits. Parce que c'est bien de faire des cocktails, mais si on ne sait pas ce qu'on met dedans, forcément on ne va pas faire un bon cocktail. C'est comme un cuisinier qui va prendre, s'il prend juste de la farine, du sucre et du sel. Non, mais quand il commence à aller chercher les fruits qui sont bons et mettre, il fait une tarte. Et c'est quand même meilleur une tarte que juste de la farine avec du sucre et du sel, vous êtes d'accord avec moi? C'est pareil pour les cocktails. Et en fait, tout ça, pour avoir tout ça, il nous faut des produits. Et moi, ce que j'aime dans les produits, c'est les produits qui sont travaillés par l'humain, par l'homme ou la femme, mais par l'humain. Vraiment les produits où il y a de la recherche derrière, du savoir-faire. Et là, on arrive aux American Whisky. Et c'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi je veux vous apprendre un petit peu toute l'histoire des American Whisky et à travers ça, voir comment on arrive à Mr. Jack. D'accord? Alors, pour ceux qui n'ont pas retenu mon nom, je m'appelle Nir. Si j'en entends un m'appeler monsieur, il va entendre parler de moi. On est tous barman, on est tous copains, même s'il y en a qui veulent me tutoyer, je le prendrai pas mal du tout. Au contraire, ça me fera plaisir, je serai honoré que vous me tutoyez. Donc, si vous avez des questions après la formation, voilà, je suis votre pote, je suis là pour vous, je suis venu pour vous, c'est pour ça que Grace me fait venir, c'est pour ça que je viens à la Réunion et que je viens à Maurice. C'est pour vous, c'est pour partager ma passion. Donc n'hésitez pas, je suis vraiment là pour être égal avec vous. Donc vraiment, si je ne veux pas d'entendre de monsieur, d'accord? On est d'accord? Allez. Alors, les American Whisky. D'abord, pourquoi les American Whisky et pourquoi cette passion? Je vous l'ai dit, moi j'aime les alcools et les produits où derrière il y a de l'humain derrière. Quand on fait certains alcools, comme par exemple la vodka, on va distiller la vodka, on va la faire monter en proof, en degré d'alcool, et puis derrière on va la redescendre à 40 degrés, hop, on a de la vodka. Fin de l'histoire. La passion de l'homme, dedans, bon, il y a un peu de connaissance, de choix, des graines, des céréales, de ce que vous voulez, la pomme de terre, ce que vous voulez, mais il n'y a pas le fût, le savoir. Aujourd'hui, on a des ordinateurs et des téléphones qui sont capables de quasiment tout. Mais on n'a pas encore de téléphone qui est capable de goûter un vin, de goûter un whisky, de goûter un rhum. Vous voyez, tous ces alcools sont vieillis, ça, il faut de l'humain, il faut le savoir, il faut les connaissances, il faut l'entraînement. Donc ça, c'est très très important pour moi. Alors, vous avez dû remarquer qu'il y avait 2 orthographes pour whisky. Whisky et whiskey. À votre avis, quelle est la plus vieille des deux? C'est comme toujours. En fait, on fait toujours de l'économie, on enlève des lettres. Donc c'est whisky la plus vieille. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les Irlandais qui ont inventé le whisky. Une famille qui s'appelait Mac Beata. Et très longtemps, on appelait leur eau de vie, leur whisky, Whisky Mac Beata. C'est devenu Whisky Beata. Parce qu'ils portaient leur nom, c'est eux qui l'ont apporté à la cour d'Angleterre. C'était une famille de riches Irlandais, il y en avait quelques-uns. Très vite, on a gardé juste whisky, qui veut dire petite eau ou eau de vie en vieil irlandais, en gaélique. Alors,
évidemment, avec la prononciation irlandaise, c'est pas Whiskey, c'était Whiskey. Et très vite, à parler vite, c'est se transformé en whisky. Mais en irlandais, pour avoir le son I, il faut E et Y. Le problème, c'est qu'en écossais, qui font aussi du whisky, E et Y, ça faisait Wasquire. Alors déjà, quand t'as pas bu, c'est dur à dire. Mais quand t'as goûté le whisky, c'est encore plus dur à dire. Donc ils ont enlevé le E et ils ont gardé whisky avec le Y. Et très vite, dans la tête des gens, le whisky avec un Y est devenu écossais et le whisky EY le reste du monde. Et les Écossais, ça leur plaisait bien. Et ils disaient, voilà, si c'est orge maltais, pot still, 3 ans dans un fût de chêne, c'est écossais, c'est whisky. Sinon, vous devez marquer whisky. Les gens ont dit non, c'est pas comme ça, c'est pas si simple. Et surtout sont arrivés les Japonais. Les Japonais ont dit, oh, très bien, très bien. C'est comme ça on fait. Je fais très mal le japonais, je pense que c'est du chinois ça. Mais du coup, ils ont marqué, si vous regardez une bouteille de Nikka, de Suntory, c'est whisky avec un Y. C'est aussi le cas pour certains bourbons, comme Maker's Mark, qui lui dit, oui mais nous c'est un écossais qui nous a appris à faire le bourbon. Donc whisky avec un Y, puisque c'était un écossais. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de règle. Mais si on doit faire une généralité, on va dire que les whisky avec EY, c'est tout ce qui n'est pas écossais ou japonais. Grosso modo, c'est un peu la généralité, voilà, pour l'orthographe. Mais la vraie orthographe, c'est celle des Américains. Quoi qu'il en soit, vous verrez vite qu'il y a 3 grands whiskies. Il y a le Bourbon, on connaît, le Tennessee, vous êtes là aujourd'hui pour Jack, donc vous connaissez forcément, mais on va en parler ensemble, et le Rye. Le Rye, c'est le seigle, donc c'est vraiment l'origine. Alors, vous vous souvenez, je vous ai parlé un petit peu des Irlandais. Pourquoi les Irlandais sont partis faire du... Qu'est-ce qui leur a pris de partir faire du whisky aux États-Unis? Pourquoi un Irlandais tout d'un coup se réveille un matin, fait non, je vais faire du whisky aux États-Unis. Bon, il y a quand même de la route, hein, parce qu'à l'époque il n'y avait pas les avions, donc c'était en bateau, c'était 1 mois de traversée presque. Ah, donc ça c'était les vrais migrants, hein, il ne faut pas oublier ça. Alors, en fait, il ne faut pas oublier leur situation en Angleterre à ce moment-là. Vous avez le Royaume d'Angleterre, qui maintient tout le Royaume-Uni, toute l'île, la Grande-Bretagne, et puis vous avez les Écossais et les Irlandais qui sont un petit peu les pauvres, entre guillemets. Hein, vraiment, pas les esclaves, on n'en était pas là, mais pas loin quand même. Hein. Alors ils n'ont pas le droit d'avoir leur terre. Ils ont le droit de cultiver, mais à chaque fois ils sont très très taxés, ils ont beaucoup d'impositions. Par exemple, si vous produisez 3 sacs de blé, vous devez en donner 1 au propriétaire de la terre et 1 au Royaume d'Angleterre. Et du coup, il vous en reste 1, alors que vous en avez produit 3. C'est lourd comme taxe quand même, hein, 2 tiers, c'est énorme. Bah ouais, mais sauf que les années où la récolte était mauvaise et qu'ils avaient que 2 sacs, mais ils devaient quand même donner les 2 sacs. Donc vous imaginez la pauvreté de ces gens-là. Ils n'avaient pas le droit d'utiliser le bois pour se chauffer parce que le bois, en fait, la forêt était réservée pour les bêtes sauvages que les Anglais devaient chasser le week-end. Donc eux, ils n'avaient pas le droit, mais les bêtes, elles avaient le droit. Vous voyez, tout ça, c'était dur à survivre, dur à supporter. Et très très vite, en fait, quand les Anglais, les Français vont arriver sur le nouveau continent et chasser les Indiens, le western, hein, c'est la conquête de l'Ouest, et ben il fallait mettre des gens à leur place, les Indiens, parce que sinon ils allaient revenir. Parce que le meilleur moyen de conquérir un pays, c'est quand même de mettre d'autres personnes à la place, comme ça les anciens ne peuvent pas revenir. Alors une fois qu'ils ont bien chassé les Indiens, ils ont dit voilà, on va donner la terre gratuitement. Alors imaginez quand on est irlandais, on est paysan, on aime la terre, sa vie c'est la terre, et tout d'un coup on te dit ta terre que tu ne possèdes pas là, laisse tout, va là-bas, et on va t'en donner plein. Mais grande, avec de l'eau, des vallées, et tu auras des chèvres, tu auras des vaches, tu auras des cochons, tu auras des poulets, ce que tu veux, tu pourras mettre dessus du blé, de l'orge, du seigle, ce que tu veux, tu pourras faire pousser là-bas, gratuit. Vous ne partez pas, vous? Bah si, c'est le rêve. C'est le rêve. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leurs graines, ils prennent de quoi faire pousser dans les poches, et ils prennent le bateau. Ils laissent tout ce qu'ils ont derrière eux, un peu quand ils ont un petit peu des biens de famille, comme l'argenterie, des choses comme ça, ils les prennent avec eux. Ils avaient souvent des verres en argent, des cuillères en argent, des choses comme ça. Ils vont les garder, les bijoux des femmes aussi, ils vont les garder, et tout le reste, ils vont laisser derrière eux, et ils vont partir prendre le bateau et arriver à New York, Ellis Island. Welcome. Et l'arrivée, elle fait le démarrage de la conquête de l'Ouest. Alors quand ils arrivent à New York, et là ils sont dans des quartiers horribles, je ne sais pas si vous avez vu Gangs of New York, c'est
le film, c'était vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait des guerres de clans avec les gens qui étaient nés là-bas, les Irlandais qui arrivaient, c'était dans des quartiers, les Italiens étaient parqués dans un autre quartier, les Écossais encore un autre quartier, et ça se tapait sur la gueule tout le temps. C'était la guerre, c'était à coups de machette dans le dos, on traversait la rue, tout d'un coup, bam, on se faisait tout voler, tout ça, c'était vraiment un coupe-gorge horrible. New York, c'était vraiment la ville la plus dangereuse du monde. Mais dès qu'ils avaient assez d'argent, ils partaient. Donc ils allaient travailler, faire des combats de boxe, faire ce que vous voulez, et puis ils partaient. Et là, la conquête de l'Ouest, elle commence forcément par l'Est. Hein, ils vont traverser 3 grands États. 3 grands États, la Pennsylvanie, ça sera le berceau du rye whiskey, et surtout le Kentucky et le Tennessee. Pourquoi est-ce qu'ils s'arrêtent là? Ils auraient pu continuer comme les autres, aller à la recherche de l'or en Californie, parce que on disait qu'il y avait de l'or en Californie. Hein. À cette époque-là, l'Eldorado, c'était la Californie. Il fallait aller jusqu'à la côte est pour aller chercher l'or. Et en fait, jusqu'à la côte ouest, pardon, pour aller chercher l'or. Mais en fait, eux, ils vont s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils sont paysans. Et Kentucky et Tennessee, quand vous voyez, c'est des vallées, des montagnes, des ruisseaux, les 4 saisons pour faire pousser les graines. L'idéal quand on est un paysan. Donc ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent et on leur donne la terre à une condition. Il faut que la première année, la terre donne des fruits, donne des graines qu'on puisse avoir. Voilà. Il fallait pouvoir qu'elle soit exploitée. Et il fallait pouvoir le prouver. Voilà. Et donc tous, ils vont se concentrer là-dessus. La première année, tous, ils vont exploiter la terre comme il faut pour faire pousser les graines, pour installer les clôtures, pour voilà, tout ça. Et puis quand tout ça, ça va bien marcher, ça reste des Irlandais, il va leur manquer 2 choses. La bière. Ah oui, les Irlandais, ça boit beaucoup de bière. Et l'alcool qu'on fait à partir de la bière, le whisky. Et oui, ils avaient ça, ça leur manquait. Donc ils vont se mettre à faire ça. Ils ont les graines, ils vont brasser, ils ont l'eau, ils ont tout pour brasser, ils vont fabriquer un petit alambic avec un peu de cuivre, un peu de métal, etc., du feu dessous, et ils vont commencer à faire le whisky. Alors, ils vont tellement bien le faire qu'au début du XVIIIe siècle, donc dans les années 1700, on est déjà, à cette époque-là, à un volume de consommation d'une bouteille de 1 litre par semaine par jeune homme, hein, pas jeune fille, jeune homme de plus de 15 ans. Là c'est marqué 18 parce qu'en France on n'a pas le droit de dire qu'à 15 ans on boit, mais je peux vous garantir qu'il buvait bien avant. 15 ans, 1 litre de whisky à plus de 60%, parce que c'est pas le whisky qu'on boit aujourd'hui, hein, à l'époque, hein, c'était du cow-boy hein, qui buvait ça. Hein. Toi tu le bois et tu fais « Ah, il est là, il est là, il est là, et tu dors. Ou tu meurs, mais là t'en as bu 2. Non, mais c'était vraiment très très fort. Imaginez 1 litre de ça par homme, par jeune homme de plus de 15 ans par semaine. C'était énorme. C'était énorme. Mais pas les femmes. Vous allez voir, c'est très important pour le reste de l'histoire. Les femmes n'ont pas le droit de boire. Elles n'ont pas le droit de sortir, elles n'ont pas le droit de travailler, elles n'ont pas le droit de boire. C'est vraiment à la maison, avec les enfants, tu fais la lessive, tu fais le ménage. Un cauchemar. Et ça, vous allez voir, c'est très important pour le reste de l'histoire. C'est que c'est vraiment les hommes qui boivent. Alors, évidemment, c'est bien hein, de boire, etc., mais les fabricants d'alcool, quand ils vont commencer à faire vraiment fortune, c'est pas uniquement parce qu'ils vendaient sur place, c'est parce qu'ils exportaient. Et on le sait, toutes les grandes villes se sont toujours développées près de l'eau. Que ce soit un fleuve, que ce soit la mer, que ce soit une rivière même. Pourquoi? Parce qu'en fait, le transport sur l'eau est beaucoup plus facile que le transport sur terre. Pour tirer une charrette, il fallait 6 chevaux. Pour tirer une péniche, il fallait 2 chevaux. Donc c'est quand même beaucoup plus économique. Pourquoi? Parce que ça flotte. Ça flotte quand on a... Nous, on l'a tous vu. Quand on a un bateau sur l'eau, on fait comme ça, on bouge. Prenez le même bateau, mettez-le sur terre, essayez de le bouger. C'est impossible. C'est le frottement, c'est comme ça. Donc eux, ils ont de la chance parce qu'ils ont le Mississippi. Ça fait quand même 1 km de large, le Mississippi. Hein, donc il y a de quoi mettre des bateaux dessus. Et l'Ohio, qui est le 2e plus grand fleuve quand même des États-Unis. Et avec ça, ils vont inonder les États-Unis, voire même partir jusqu'au Canada et un peu au Mexique avec leur whisky. Donc ils vont vraiment développer l'activité. Ils vont tellement la développer qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui encore, à Nouvelle-Orléans et en Kentucky, vous avez toutes les grandes sociétés de whisky qui ont un siège, qui ont leur bureau là-bas, parce que c'est la classe. La classe, c'est... On fait du whisky au Kentucky, donc on sait faire, on est les pros. C'est ici que c'est né, c'est le berceau du Bourbon, donc c'est ici qu'on fait. Et donc, même Brown-Forman, qui possède Jack Daniels, a son siège à Louisville, parce qu'en fait, c'est une marque de qualité. Et pourtant, Jack Daniels, il est au Tennessee. Ils auraient pu dire, ouais, mais le gros du volume qu'on fait, c'est quand même Jack Daniels.
Donc ils auraient pu dire on se met au Tennessee. Non, ils sont restés au Kentucky pour dire on est des vrais fabricants de whisky, on est du Kentucky. Donc vous voyez comment ça a marqué l'histoire. Alors, évidemment, l'histoire va être marquée par certains personnages. Et lui, c'est un sacré zozo. Vous vous souvenez un petit peu dans les films quand on voit les gars qui vendent les fausses potions magiques, qui sont là, ah je guéris tout, là 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 là. Ouais, et ben lui c'en était un. Il était comme ça. Il voulait faire sa potion magique et puis ça marchait pas. Alors après il a essayé de vendre des bibles. Après il a tout fait. Il vendait des assurances, mais c'était des fausses assurances. Il a tout fait. Puis un jour, il s'est dit quand même, je vais essayer de faire un truc un peu sérieux. Il est devenu révérend et il s'est mis à faire du whisky. Sauf que comme il n'avait rien fait de sa vie et qu'il avait toujours essayé de faire un peu d'escroquerie, il n'avait pas d'argent. Et il a voulu acheter des fûts. Vous savez, à l'époque, les fûts n'étaient pas forcément neufs. Il a voulu acheter des fûts d'occasion. Et en fait, ces fûts, il ne savait pas, lui. Il a fait une très bonne affaire. Il les a vraiment pas payés cher. Mais en fait, ces fûts, ils avaient contenu du poisson. Vous imaginez l'odeur dans le fût? Et quand il a ouvert le premier fût, pouah, le hareng, quoi. Horrible. Oh, et je vous garantis, hein, le whisky avec du hareng, c'est pas bon. Donc il a essayé quand même. Ah, c'était catastrophique. Catastrophique. C'était pas bon. Alors il les a lavés, il les a grattés, rien. Il s'est dit peut-être que c'est une maladie du bois, peut-être que c'est une bactérie. Je vais désinfecter comme on désinfecte une plaie, je vais désinfecter avec de l'alcool. Alors il a distillé de l'alcool à 72%, il a commencé à le gicler à l'intérieur avec un pulvérisateur. Donc ça a fait un nuage d'alcool et cet idiot-là, il était en train de fumer une pipe. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, après avoir éteint ses moustaches, voilà, hein, après avoir éteint un petit peu ses cheveux, ses moustaches, tout ça, il a quand même vite fermé le tonneau parce que c'était en train de brûler, et il a sorti le tonneau en question dehors de la distillerie en disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai failli mettre le feu dans ma maison !» Et quand il a ouvert, ça sentait plus du tout le poisson, ça sentait le barbecue. Il dit « Ah, ça y est, si je brûle suffisamment de bois, dans le tonneau, il en restera quand même assez pour qu'il soit étanche, mais moi, j'aurai plus cette fichue odeur de poisson. » Et il a recommencé 2 fois, 3 fois, et en fait, ça a créé ce qu'on appelle alligator skin. Vous savez, vous voyez la peau de l'alligator, c'est pareil quand vous regardez un morceau de charbon, on dirait de la peau d'alligator. Et en fait, c'est des fissures qui se créent dans le bois, ça augmente la surface de contact avec le bois, et en plus de ça, maintenant on sait, ça filtre le whisky au moment du vieillissement. Parce qu'en fait, le whisky, il rentre dans le bois, il ressort, et c'est filtré comme ça. Mais ça, il ne le savait pas, lui. Donc il a bien lavé, il a fermé le fût, il a rempli, catastrophe, quand il a ressorti, le whisky n'est plus jaune, pâle, blanc, clair comme il était à l'époque. À l'époque, c'était ça le whisky. Non, il est marron. Pas ambré, marron. Alors il dit, oh là là, oh ça recommence, qu'est-ce que j'ai fait, mais c'est pas possible. Et il le filtre. Il va le filtrer sur des tissus. Et quand il le filtre sur des tissus, ça a une jolie couleur de thé. Vous savez, un joli thé qui vient d'être infusé, c'est beau, c'est transparent, c'est... Bon, c'est pas pire, finalement ça va, c'est pas trop moche. Et là il goûte, miracle. Il a des saveurs qu'il n'avait jamais senties, c'est sucré. Ça a des goûts de caramel, ça a des goûts de vanille. Qui aurait pu croire qu'un fût brûlé allait lui donner tout ça? En fait, il venait juste d'inventer le toastage des fûts, sans même s'en rendre compte. Comme quoi, c'est beaucoup de chance quand même, les grandes créations. C'était Einstein qui disait ça. Il disait, le génie, c'est 1% de connaissance. Et c'est 99% de travail avec un gros coup de chance à la fin. Et bien lui, c'est exactement ça, c'est Elijah Craig. Savoir que ce monsieur, quand même, tellement il a marqué l'industrie, on lui a créé à un moment donné un whisky à son nom, qui est devenu une marque. Lui n'a jamais brillé par son whisky. Mais on a créé une marque qui s'appelle Elijah Craig. C'est Evansport qui fait ça. Et en fait, ils ont créé toute une collection Elijah Craig de whisky en l'honneur de ce monsieur qui a inventé le toastage. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas le droit de colorer le whisky aux États-Unis. Toute la couleur doit venir du fût brûlé à l'intérieur. Vous voyez comme quoi la chance parfois fait bien les choses. Alors il y en a un autre qu'on connaît un petit peu aussi, hein, qui a eu la chance ou la malchance, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais ça s'est plutôt bien terminé puisqu'on est là à en parler aujourd'hui. Jasper Jack Daniel. Jack Daniel's Distillery. Vous connaissez peut-être? J'ai déjà entendu parler. Il était grand comme ça, 1m57, une teigne, mauvais, un petit chien comme ça, avec une mort, celui qui tient le truc, là, je sais pas, le même. Il lâchait rien, et tellement il lâchait rien, il avait comme seul objectif, il voulait faire le meilleur bourbon au monde. Mais pas le meilleur whisky, le meilleur bourbon au monde. Et il va faire du bourbon. Et puis un jour, il va partir à l'exposition universelle, il va rencontrer un monsieur qui fait du rhum. Et ce monsieur qui fait du rhum, il filtre son rhum sur du charbon de bois. Ce monsieur,
c'est Don Facundo Bacardi. Pareil, un monsieur qui a disparu complètement de l'univers des spiritueux. On ne connaît pas Bacardi, pas du tout. Toujours est-il qu'il va rentrer et il va se dire, je vais faire la même chose. Je vais filtrer mon bourbon sur le charbon de bois. Et ça ne marche pas. Alors il va changer le bois. Un autre bois, et encore un autre bois, et encore un autre bois, et à un moment donné, il arrive au bois d'érable. Vous savez, le maple. On fait, avec l'érable, on fait du sirop. C'est un bois sucré. Mais c'est surtout un bois tendre. Il est tellement tendre qu'il absorbe comme une éponge le whisky. Et quand il fait son charbon, il va se rendre compte que ça met très 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 longtemps à filtrer. Par contre, le whisky qui sort en bas, le bourbon qui sort en bas, il est incroyable. Il est rond, il est suave, et quand il va le vieillir, waouh, il a toute la saveur du tonneau qui sort. Parce qu'il a enlevé tous les défauts, finalement, de la distillation. Seulement voilà, c'est bien quand on fait quelque chose de bon et qu'on commence à gagner beaucoup d'argent, mais on se fait des ennemis. Et les ennemis, c'est qui? C'est ceux qui font du Bourbon, du Kentucky, pas du Tennessee. Et ils disent Jack Daniel is a cheater, c'est un tricheur. Jack Daniel, c'est un tricheur, il ment, il sucre son Bourbon, c'est interdit par la loi de sucrer le Bourbon. Alors Jack Daniel dit non, je filtre mon Bourbon sur des charbons de bois. Le sucre est cuit. Et la cour, peut-être pas très honnête, on ne sait pas, mais va acter en faveur du Kentucky et dire non, non, vous utilisez du bois d'érable, monsieur Daniel. Et l'érable, c'est sucré. Donc, en fait, vous sucrez votre Bourbon. Vous n'avez pas le droit. C'est interdit par la loi. Catastrophe. Jack Daniel n'est plus un Bourbon. Comment est-ce qu'on fait, tout d'un coup, pour continuer à faire du Jack Daniel, alors qu'on n'a plus le droit de l'appeler Bourbon? C'est le seul moyen de gagner de l'argent à l'époque, c'est de faire du Bourbon. Et là, il y a un sénateur qui va se réveiller, qui va dire « j'ai trouvé ». On est dans le Tennessee, on fait du whisky du Tennessee. Puisque les gens du Kentucky ne veulent pas qu'on fasse du Bourbon, on va arrêter de faire du Bourbon. Alors il va sauver la distillerie en créant une appellation. Il faudra obligatoirement faire le whisky dans le Tennessee, mais il faudra faire un Bourbon qui sera filtré sur charbon de bois d'érable à la sortie de l'alambic avant d'être mis dans le tonneau. Voilà, c'est la loi. Et il crée l'appellation Tennessee Whiskey. Jack Daniel marque sur toutes ses bouteilles de la Jack Daniel's Distillery Old No. 7, Tennessee Bourbon. Il enlève au fur et à mesure Bourbon, ça va rester Tennessee. Et jusqu'à aujourd'hui, on dit toujours It's not Bourbon, it's not a Scotch, it's a Jack. C'était les premiers à avoir le droit de marquer l'appellation Tennessee. Mais même vous, si vous allez demain ouvrir une distillerie au Tennessee et vous faites ce process, vous avez le droit de marquer Tennessee Whiskey. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça, le sénateur Lincoln? C'était pas le président, c'est juste un sénateur. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça, à votre avis? Peut-être il aimait bien Jack? Money, l'argent, les taxes. Jack Daniel, c'était le plus gros provider de taxes de tout l'État du Tennessee. Des millions de dollars de taxes, encore aujourd'hui. Imaginez, l'État du Tennessee allait tomber en faillite s'il ne sauvait pas la distillerie. Comme quoi, sacré coup de chance aussi, hein, puisque Jack est toujours là pour dire on n'est pas du Bourbon, ne vous inquiétez pas, on n'est pas du Bourbon, on est mieux. C'est joli aussi, un joli retournement de situation. Alors voilà, on va un tout petit peu accélérer sur l'histoire maintenant parce que ça va se passer très très vite ce qui va se passer. Les femmes, vous vous souvenez, elles en ont marre. Souvenez-vous d'abord qu'aux États-Unis, on est payé le vendredi soir. Tous les vendredis soirs, on reçoit le salaire. On prend le salaire dans les poches, on rentre à la maison voir madame, on lui donne l'argent, elle achète des vêtements pour les enfants, elle achète à manger, elle est contente de voir son mari, elle le prend, mais pas du tout, mais pas du tout. On va dans la direction de la maison et on passe devant le saloon, on passe devant le pub, et hop là. On glisse, on pousse les portes de l'enfer et on commence à boire. Un coup, 2 coups, 3 coups, on joue au poker, on perd le salaire, on perd la maison. Et tout est un enchaînement. On rentre à la maison déçu, madame n'est pas contente, où est le salaire? Je l'ai perdu à la boisson, je l'ai perdu au poker. Me parle pas comme ça, bim, on lui donne un coup. Madame, les femmes en ont marre, elles sont battues, elles sont pauvres, tout ça à cause de l'alcool. L'alcool est le diable. Alors, il va y avoir un premier mouvement qui va être mené par une dame très très croyante, très catholique, qui s'appelait Carrie Amelia Nation. Elle portait son nom, alors. Carrie Nation. Tout le monde la retiendra sous le nom de Carrie Nation. Carrie Amelia Nation.
Elle a été battue par son mari à cause de l'alcool. Il est mort, elle ne s'est pas remariée. Et elle a envoyé une lettre au bar en disant « Demain, je vais venir purifier votre établissement ». Le lendemain, elle arrivait avec toute une équipe de femmes en furie, avec une Bible et une hache. Alors elle était sympa, hein, elle offrait la hache après avoir tout cassé, elle laissait la hache, elle a fini plusieurs fois en prison et en fait à chaque fois elle était sortie par un ami à elle qui était avocat et qui lui aussi était pasteur et avocat et qui lui aussi diabolisait l'alcool. Et ensemble, lui il avait un mouvement qui s'appelait Dry America et ensemble ils vont faire monter au Parlement l'idée de la prohibition. La prohibition c'est l'interdiction de l'alcool, mais sous beaucoup de formes. Et le 16 janvier 1919, il y a 100 ans, un peu plus de 100 ans, va être votée la loi fédérale, donc sur l'intégralité des États-Unis. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est déjà le cas dans certains États, comme par exemple au Tennessee. C'est déjà le cas, vous n'avez déjà plus le droit de boire et de consommer et de produire de l'alcool. Et là, ça va être national. Sur l'intégralité des États-Unis, interdiction à partir du 17 janvier, donc un an et un jour, 17 janvier 1920. Donc le 17 janvier 1920, ça y est, c'est fini, on vide les tonneaux, on ferme les tripots, on ferme tout ça, c'est fini. Alors, c'est quoi la prohibition? Allez-y, je vous écoute. On n'a pas le droit de consommer l'alcool. Consommer. Produire. Vendre. Du coup, acheter. Importer. Ouais. Et exporter, mais vu qu'on n'a pas le droit de produire, ça va de soi. Hein, on ne peut pas produire, on ne peut pas exporter. Mais on n'a pas le droit non plus de prendre dans les stocks qu'on a. Ils sont mis sous scellés. Hein, donc la distillerie Jack Daniels va subir un vol massif d'ailleurs de ces tonneaux sous scellés qui vont être remplacés par de l'eau. Ne me demandez pas comment ils s'en sont rendus compte, mais la famille Daniel a eu des gros problèmes parce que justement ils ont cru que c'était eux qui faisaient du trafic, alors qu'en fait il y avait quelqu'un qui avait acheté un hangar juste à côté, qui avait creusé un tunnel comme dans une banque, hein, puis qui vidait les tonneaux toutes les nuits pour aller vendre ça sous le manteau. Alors ça c'est sur le papier. Produire, vendre, acheter, consommer, voilà. On n'a pas le droit de consommer dans un lieu public, c'est-à-dire que si on a une bouteille à la maison, on a le droit de la boire. Mais par contre, on n'a pas le droit de sortir avec son verre, on n'a pas le droit de sortir avec sa bouteille, voilà, on n'a absolument pas le droit de boire dans la rue. C'est encore le cas aux États-Unis. Hein. Vous amusez pas à vous balader avec une bière, à part dans le Nevada, Las Vegas, mais aux États-Unis, c'est pour ça qu'on voit souvent des gens avec une bouteille dans un papier. C'est absolument interdit de boire dans la rue. Ça, c'est vraiment des choses qui restent de la prohibition. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les faits? Alors dans les faits, vous vous souvenez, on avait le droit de boire, enfin on avait le droit, les gens buvaient, les hommes buvaient 1 litre par semaine par homme de plus de 15 ans. Ça, c'était avant. Après, vous alliez voir le médecin. Et vous disiez, docteur, je sais pas ce que j'ai. Je suis pas bien. Regarde. Je pense que je suis en hypo-bourbon ou en hypo-jack. Je suis en manque. Ah, j'ai pas eu ma dose. Ah. Et là, il vous faisait une ordonnance. Alors moi, j'en ai vu une de ces ordonnances, j'en ai réellement vu une. Donc il y avait 2 centiliters of Jack in the morning, 2 centiliters of John at noon, and 4 centiliters of bourbon in the evening. Donc vous alliez à la pharmacie avec ça, c'est vrai, je jure que c'est vrai. Et en fait, vous alliez à la pharmacie avec ça, vous alliez voir le pharmacien, et vous servez du Old Forester, qui était aussi à la famille Brown-Forman. C'était les seuls à avoir le droit de distiller pour la pharmacie, pas pour faire du désinfectant, hein, pour faire du bourbon. Et on vous le donnait dans une bouteille où c'était pas marqué dessus ce que c'était. C'est marrant, ça me rappelle un peu les cigarettes aujourd'hui. Hein. C'est pas marqué ce que c'est aujourd'hui, comme quoi hein, l'histoire n'est qu'une grande roue qui tourne. Et donc en fait, on vous disait voilà l'alcool pour la semaine. Vous aviez 1 litre. Seule différence avec avant, finalement, c'était juste la visite chez le docteur. Donc vous pouvez vous faire prescrire du bourbon. Il faut avoir les symptômes. Hein. Sueur, haleine, il faut avoir les symptômes, sinon tremblement. Et soif, très très soif. Ça, c'est les symptômes. Moi, je les ai de temps en temps, c'est horrible. Vite que j'aille boire un Manhattan. Bon, toujours est-il que ça, c'était quand même rigolo, quoi. C'était vraiment du foutage de gueule, hein, excusez-moi, mais c'était quand même incroyable, quoi, de se dire, on peut quand même acheter. Alors, il y avait un autre moyen, il fallait être prêtre. Les prêtres qui eux-mêmes avaient fait voter la loi contre l'alcool avaient le droit de boire le vin de messe.
Les salauds. Ils sont malins, ceux-là. C'est que ça. Hein. Et puis le troisième, c'était la bière avec très très peu d'alcool. Mais là, on était à moins de 2% d'alcool. Donc il fallait quand même en boire un sacré paquet de litres avant de commencer à subir les effets de l'alcool. Donc voilà, c'était un petit peu tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les faits réels? Donc il y avait le coup de la pharmacie, mais surtout il y avait les moonshiners. Vous avez entendu parler des moonshiners, ces gens qui distillaient au clair de lune. Alors eux, ils distillaient, ils ne voyaient pas ce qu'ils faisaient. Sauf que c'est très dangereux de ne pas voir ce qu'on fait, parce que l'alcool, c'est une science dangereuse. À 64 degrés, on distille le méthanol, c'est du poison le méthanol, ça tue un cheval. Donc imaginez un homme. Donc on mettait ça dans les bouteilles, parce qu'on ne distillait pas aux bonnes températures. Donc on mettait un peu l'éthanol, le méthanol, un peu tout ce qui venait, tout ce qui coulait de l'alambic. Ah ouais, t'inquiète pas, c'est du bon, je vais distiller cette nuit. Ah ouais. Puis on retrouvait les mecs morts le lendemain parce qu'ils avaient bu du poison, en fait, sans même s'en rendre compte. Alors si on en buvait un verre, ça allait, mais généralement quand on était alcoolique, on ne buvait pas un verre, quoi. Quand on était vraiment en manque, on achetait une bouteille. Savoir aussi que la veille de la prohibition, il y a eu les plus grosses livraisons d'alcool aux États-Unis de tous les temps. C'est-à-dire que les gens ont stocké à mort chez eux, y compris les parlementaires. C'est-à-dire que j'ai vu un reportage quand même où le gars disait, j'étais avec mon père dans la voiture et on a stocké dans la voiture 600 litres d'alcool pour aller livrer au Parlement. Vous imaginez, les parlementaires savaient qu'ils allaient voter, que le lendemain la loi serait appliquée, ils ont stocké du whisky pour eux, les malins. Bon, il y avait tout ça, puis il y avait bien sûr les speakeasy où on pouvait boire de manière complètement illégale, c'est des tripots, vous rentriez dans une boulangerie, vous demandiez un double espresso, ils vous disaient c'est la porte au fond à droite, vous arriviez dans les toilettes, hop, la porte du fond s'ouvrait, les toilettes en fait s'enlevaient, c'est escamotaient, puis vous rentriez dans un bar et là, ouh, ça dansait, ça buvait, des cocktails, le barman, machin, et puis si la police arrivait, tout le monde en prison. Alors surtout les barman d'ailleurs. Les barman, ils ont eu tellement peur de ça qu'il y en a plein qui sont repartis en Europe. Ils sont partis en Europe et ils sont arrivés en Europe, ils ont pris un peu leur culture, ça c'était le bon côté, ils ont pris leur culture cocktail qui était née aux États-Unis parce que les premiers cocktails ils viennent vraiment des États-Unis. Le bourbon était tellement dégueulasse qu'il fallait mettre quelque chose dedans pour qu'il soit bon. Hein, n'oublions pas quand même qu'entre-deux-guerres sont nés les plus grands cocktails avec les femmes qui commençaient à boire. 1916, les femmes ont enfin le droit de boire, donc on est juste avant la prohibition et en fait la vanille, les choses comme ça, c'est là qu'on voit arriver des choses comme le martini blanc par exemple, avec cette fleur de vanille dedans. Donc on commence à avoir envie de choses qui sont un peu rondes, d'accord, qui sont un peu plus faciles à boire. Donc les cocktails vont arriver en Europe, et puis bah là, ils vont arriver en Europe, ils vont dire tiens c'est marrant, il y a du vermouth, celui-là je l'avais pas encore essayé, oh cette liqueur, elle a l'air sympa, oh du gin à la place du bourbon, oh bah tiens du scotch, ah bah essayons voir ce que ça va donner, de la vodka, génial. Et hop, on commence à faire des cocktails avec autre chose qu'avec du bourbon, d'accord. Un autre effet aussi, j'arrête pas de parler de Bourbon depuis tout à l'heure, parce que le Bourbon est vraiment le roi le Bourbon et le Tennessee sont à base de maïs, et ils sont les rois des whiskies aux États-Unis. Pourquoi? Bah ça aussi c'est la prohibition. En fait, avant la prohibition, on faisait beaucoup de rye whisky, du seigle. Mais le seigle, quand on ne l'utilise pas pour faire du whisky, on en fait quoi? Les poulets n'aiment pas le seigle, les chèvres n'aiment pas le seigle, les vaches n'aiment pas le seigle. On fait un peu de pain de seigle, c'est pas très très nourrissant. Donc on va faire principalement du blé et du maïs. Les deux céréales qui sont les plus nourrissantes. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, quand on a un champ de seigle et que tout d'un coup on vous dit bah demain tu peux plus le vendre parce qu'on n'a plus le droit de distiller. Ah bah moi je rase tout, je mets du maïs. Au moins on fait du popcorn, on fait des pains de maïs, on fait du sirop de maïs, on fait des corn dogs, vous savez les saucisses végétariennes à base de maïs, tout ça c'est un marché quoi. Donc, et puis surtout on peut en donner aux poulets, ils adorent ça, donc on peut devenir éleveur de poulets, on peut en donner aux vaches, on peut en donner aux cochons, tout le monde, enfin tous les animaux mangent du maïs. Et en plus, c'est originaire d'Amérique, donc ça pousse là-bas beaucoup mieux que toutes les autres céréales. Donc évidemment, quand la prohibition s'arrête en 1933, il n'y a que des champs de maïs et de blé. On est à la veille de la guerre, et les distillateurs se disent « Merde, il faut qu'on fasse du whisky si on veut recommencer à faire du business. Ça fait 13 ans qu'on se bat pour que ça soit légal, maintenant il faut qu'on refasse du whisky. » Mais toutes leurs recettes à base de seigle et d'orge, ben, c'est compliqué parce que là du coup ils n'ont plus que du maïs. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent tous à faire du bourbon du Tennessee. Et c'est là où on voit que les quantités de maïs dans un bourbon, même si le maximum c'est 80%, on va en reparler après, et bien là en fait la plupart des distilleries qui veulent faire du volume, elles vont mettre 80% de maïs. Ils vont mettre le max, parce qu'en fait ils ont besoin de produire très très vite, parce qu'ils savent qu'il y a pendant encore 2 ans, et on va pouvoir le toucher. Donc il faut produire, et 2 ans après, on pourra peut-être mettre en bouteille, quoi. Donc le maïs va prendre le dessus, et le bourbon devient le roi des whiskies, et arrive le Tennessee dans la foulée. D'accord? Puisque c'est maïs la fermentation. Voilà, donc 1933, ça s'arrête enfin. Ça, c'est bien, mais pourquoi ça s'arrête? À votre avis, qu'est-ce qui fait que ça s'arrête? Il y a 2 choses. Ce que la prohibition n'avait pas prévu, c'était la criminalité. Quand vous créez un interdit, vous créez un marché parallèle. Et ça a fait perdre des millions de dollars aux États-Unis. Alors, l'époque Covid, crise de 29, je vous rappelle,
gros crack boursier. Les États-Unis ont du mal à s'en remettre, il faut des taxes. Et qu'est-ce que les gens boivent de manière complètement illégale tout le temps? L'alcool. On légalise l'alcool, on récupère les taxes. Sauf qu'on a créé les criminels. C'est la première fois au monde. Al Capone, vous vous souvenez, Al Capone, il a vraiment existé, Al Capone. C'est pas juste un film, hein. Al Capone, son crime, c'était pas la drogue, c'était pas de faire des caisses de banque. Al Capone trafiquait de l'alcool. Il y a même une légende qui dit qu'Al Capone aurait eu 21 ans le 17 janvier 1920. Il devait avoir envie de se coller une cuite, parce qu'il faut pour boire, il faut avoir 21 ans aux États-Unis, et comme il n'a pas eu le droit, il a trafiqué de l'alcool. Ça, c'est la légende. Elliot Ness combattait Al Capone. C'est vrai, Elliot Ness a vraiment existé. C'était le seul flic non corrompu de tout New York. Mais Al Capone, c'était un réseau, la mafia de l'alcool, c'était un réseau national. À votre avis, ces gens-là, quand la prohibition, elle s'est arrêtée, ils ont arrêté d'être des bandits? Certainement pas. Quand on est bandit, c'est une vocation. On n'est pas avocat, on n'est pas médecin, on n'est pas dentiste, on n'est pas boulanger, on est bandit. Ils vont se reconvertir. La drogue, la prostitution, les enfants, les organes, que des trucs super sales. Donc en fait, la prohibition, elle a créé une criminalité sans précédent aux États-Unis. Avant, il y avait juste des petits voleurs, des petits voleurs qui attaquaient les trains, qui attaquaient les calèches, mais c'était des voleurs de grand chemin. Ça faisait du mal, mais ça faisait du mal à 15 personnes. Là, ça fait du mal à l'intégralité des États-Unis. Vous vous rendez compte un petit peu ce poison qu'ils ont réussi à créer. Donc ça a été terrible, et donc ils vont récupérer les taxes, ils vont arrêter. 1933, boum, c'est la fin, 5 décembre, alléluia, on a le droit de boire, mais pas partout. Pas partout, à tel point que même encore aujourd'hui, dans le Tennessee, il y a certains endroits où il est interdit de boire. Et je vous donne dans le mille. Est-ce que vous connaissez la ville de Lynchburg, Tennessee? C'est là qu'est fait tout le Jack Daniels dans le monde. Eh bien, à Lynchburg, vous n'avez pas le droit de boire. C'est un dry county. Ils sont toujours sous la loi de la prohibition. Vous vous rendez compte? Moi j'ai fait, j'ai essayé. Je suis allé dans le bar qui était à côté, j'ai dit bonjour, un Jack Coca. Il rigolait, hein, il savait que j'étais en train de faire le con, j'avais la chemise Jack. Ah bah c'est pas grave, alors un gin tonic? Non mais non, une bière? Non. Un Coca? Moi je bois un Coca. Et même à la distillerie, ils n'ont pas le droit de vous vendre de whisky. Alors bon, par contre là il y a la blague, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de vous vendre de whisky, mais ils vous vendent quand même du single barrel, du Sinatra, du Gold. Alors vous leur dites mais c'est quand même du whisky? Ah non. Non, ça, monsieur, c'est une bouteille de collection. Oui, mais il y a quand même du whisky dedans. Oh, monsieur, on va pas l'enlever quand même. Bon, donc ils vous vendent quand même du whisky, mais c'est seulement si c'est des bouteilles de collection. Le Old No. 7, ils n'ont pas le droit de le vendre. Vous voyez, c'est quand même des reliquats de la prohibition. Voilà pour l'histoire. Alors, bien sûr, derrière 1933, on sait, juste après, il y a la guerre. Là, effort de guerre, on arrête un petit peu de distiller. Les barman reviennent après la guerre. Et là, ce qui va faire remonter doucement le whisky américain qui n'a vraiment pas de chance, mais qui n'arrive pas du tout à se développer. Alors les rhums, on le vend en poupe. Il faut savoir aussi que pendant la prohibition, on allait boire beaucoup de rhum, parce que les îles étaient juste à côté. Toutes les Caraïbes sont très proches de la côte de Miami, toute la côte Floride. Et en fait, du coup, on allait boire des coups à Cuba, on allait boire des coups dans les Caraïbes, et du coup, on buvait beaucoup de rhum. Donc le rhum va monter en force, et le whisky, lui, par contre, il est très difficile de le relancer. Et doucement, on va réussir à le relancer à travers les cocktails. Les barman qui étaient en Europe vont revenir, leur pays leur manque quand même, et puis ils vont refaire des cocktails. Il y a autre chose aussi qui va relancer doucement dans la deuxième partie du XXe siècle, ça va être le rock'n'roll. Alors vous voyez, hein, là-haut, il y a Frank Sinatra avec Sammy Davis Jr. et Dean Martin. Alors eux, c'était le fameux Rat Pack. Frank Sinatra, il aimait tellement le Jack qu'il s'est même fait enterrer avec une bouteille de Old No. 7. Bon, bah, vous connaissez, hein, il y a quand même une collection à son nom. On en reparlera tout à l'heure. Hein, ça a été fait de manière sympa. Mais il y avait aussi, voilà, vous avez quand même le chanteur des Rolling Stones qui est là. Il y a Led Zeppelin, il y a Kings of Leon, mais il y en a plein d'autres. Moi, il n'y a pas longtemps, j'étais à un concert de Pete Doherty. Alors, bon, moi, je tenais le bar. Hein, ça fait 7-8 ans peut-être. Bon, la première chose qu'il a fait, il est arrivé, il a posé la bouteille de Jack sur le piano, puis il s'est mis à jouer. Bon, après, il a jeté sa guitare dans le public, il a blessé quelqu'un. Bon, c'est pas forcément... La fin n'est pas aussi drôle que le début. Mais bon, c'était quand même un super concert d'un mec bourré. Et toujours est-il que, vous voyez à quel point Alors, c'est vrai que, mine de rien, quand on veut jouer du rock, il faut que ça sonne américain, quoi.
Vous voyez, c'est toujours pareil, on boit américain, on a un nom américain, il y a beaucoup d'artistes qui changeaient de nom pour avoir un nom un peu plus américain, etc. Donc, bon, c'est vrai que très souvent, les gens prenaient un nom américain juste pour dire les Beatles, c'est des Anglais, mais très très vite, ils sont allés conquérir les États-Unis, et les Rolling Stones, c'est pareil, et très vite, ils sont allés conquérir les États-Unis, et du coup, ils buvaient du Jack parce que ça faisait américain. Et Jack a été très très malin là-dessus, c'est là où il a joué un très gros coup. Ils n'ont jamais payé les artistes. Il y avait juste un homme qui était chargé d'aller juste avant le concert, il connaissait tout, c'était un super RP, il connaissait tous les ouvreurs, tous les gardes et tout ça, et il allait les voir, il arrivait avec 2 caisses de Jack Daniels, il les posait dans les loges. Juste il les posait à un endroit visible dans les loges. Du coup les artistes quand ils arrivaient, ils voyaient qu'il y avait de l'alcool gratis. Les artistes, hein, c'est quand même un peu des rampions, ils ont commencé leur vie, elle était dure, donc ils voient de l'alcool gratuit, qu'est-ce qu'ils font? Hop, ils ouvrent le carton, ils prennent la bouteille de Jack, et puis forcément on en envoie 2-3 shots pour se donner du cœur, et puis quitte à, on va le ramener avec nous sur scène, hein, parce que c'est cool de boire. Donc hop, qu'est-ce qu'on pose? On pose ce qu'on a, on arrive avec la bouteille de All No. 7, hop, elle est posée sur l'ampli, elle est posée sur le piano, elle est posée sur la batterie, peu importe, mais du coup, pub gratuite. Ça a coûté 12 bouteilles, et il y a des millions de personnes qui l'ont vu, quoi. C'est génial. Parce qu'il y a les caméras et les machins, donc ils vont beaucoup jouer là-dessus. Donc ça a été un très très bon coup marketing de la part de Jack, sponsorisé entre guillemets l'alcool de tous les artistes de rock et de pop pendant des années. Jusqu'à présent, ça se fait. Voilà pour l'histoire. Est-ce que vous avez des questions sur l'histoire? Après, si vous en avez des petites comme ça, que vous voulez qu'on les pose après en one-to-one, je serai là-bas hein, avec vous pour manger, donc n'hésitez pas, je suis dispo. Mais si jamais vous avez des questions maintenant qui pourraient intéresser, n'hésitez pas, vraiment. C'est bon? On va regarder un petit... Oui. Me corriger et si j'ai mal Oui. compris l'histoire. Et à une époque, à la guerre de succession, où Lincoln a été blessé par une balle. C'est pendant la guerre de sécession, ouais. Vous voyez? Ouais. Et que c'est le whisky qu'on a désinfecté. Ah bah oui, mais ça, et c'est le bois. ça se fait partie de toutes les histoires du whisky en fait, c'est-à-dire que le whisky était très fort. Hein, je vous l'ai dit, hein, le whisky était à plus de 60 degrés. Donc forcément, l'alcool à 60 degrés, on peut se désinfecter les plaies avec. Et en fait, on se servait du whisky pendant la guerre de sécession pour désinfecter. Oui. Et entre autres, le président Lincoln a été sauvé par le Bourbon. C'est vrai, c'est une vraie légende, entre guillemets, mais c'est vrai qu'il a pris une balle dans l'épaule, et en fait, on a sorti la balle. Alors déjà, on lui a donné un peu de whisky avant, parce qu'il fallait quand même supporter l'opération. Hein. C'était le seul anesthésiant qu'on avait, hein. C'était souvent comme ça. Hein. Bois un coup, mets un bout entre les jambes, entre les dents, et puis on va opérer, quoi. Et puis, anesthésie locale. Le président qui a, je ne sais pas si c'est Jack Daniel, mais qui a fait la publicité du whisky, c'est Kennedy. Alors, Kennedy était très très ami avec le Rat Pack. Et le Rat Pack a carrément fait voter Kennedy. C'est-à-dire que Sammy Davis Jr., Frank Sinatra et Dean Martin faisaient un groupe en fait, d'artistes qui sillonnaient et qui buvaient du Jack parce qu'ils étaient patriotes. Mais ils étaient patriotes à tel point qu'ils influençaient aussi, et qu'ils étaient influents aussi dans la politique. Et donc ils mangeaient tous les samedis soirs, ils mangeaient chez Kennedy. C'était des amis en fait, donc ils avaient un vrai poids politique. C'était la première fois qu'un artiste, Sinatra, c'était la première fois qu'un artiste poussait les gens à voter pour un président. Et ce président c'était Kennedy, c'était leur ami. En fait la famille Kennedy était une famille très influente. Hein. Les deux frères se sont fait assassiner quand même. Donc c'était une famille très très politique, très influente, très riche aussi. Et donc Sinatra était ami avec eux et en effet Jack était toujours là au repas. Toujours. Et c'était vraiment du Jack là pour le coup, il ne fait que du Jack. Alors, comment s'élabore le whisky? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des petites différences entre le scotch et le bourbon, enfin et le American whisky, d'accord? Et derrière, on va voir un petit peu comment on fait du whisky, mais de manière très globale pour que vous compreniez pourquoi ça a ce goût-là en fait. Hein, qu'on comprenne l'influence du bois, l'influence des céréales dans ce que vous allez goûter. Ça c'est important, même pour en parler à vos clients. S'il y a un client qui vous dit bah moi j'aime pas trop le bourbon, je préfère le whisky, vous allez pouvoir lui répondre monsieur, le bourbon est un whisky. C'est une grande famille. Le champagne est un vin. D'accord? On a une grande famille, même si c'est un rhum aromatisé, ça reste un rhum, c'est ce que je veux dire. Voilà. Donc en fait, on a la grande famille des whiskies, et dans cette grande famille, vous avez le scotch, vous avez le rye, le bourbon, vous avez l'irlandais, vous avez le français, vous avez le japonais, vous avez le taïwanais, voilà. Tout ça, c'est la grande famille des whiskies. Pour que ça ait le droit de s'appeler whisky, il faut que ce soit une vie de grain, vieilli dans un fût, avec une distillation. Grosso modo, c'est un peu ça. Après, il y a des règles qui changent selon le pays de production et selon l'endroit de production. Il y a les règles qui changent et qui sont appliquées.
Ça, c'est pour le global. Ok. Alors, d'abord, on va parler Scotch versus American Whiskey. Parce que c'est les deux plus grands fabricants de whisky. Mais il y en a un qui est encore plus fort, qui est pas loin d'ici. Enfin, pas loin. Enfin, pas à côté quand même, mais on est dans le coin. À votre avis, c'est qui le plus gros producteur de whisky au monde? C'est l'Inde. C'est le plus gros producteur de whisky au monde. Pourtant, dans vos bars, vous n'avez pas beaucoup de whisky indien. Parce qu'en fait, c'est pour la consommation locale. En fait, quand vous voulez importer un whisky en Inde, vous allez payer 200% de taxes. Alors, ce que font des grandes distilleries, ils installent juste une usine d'embouteillage ou une usine d'assemblage et d'embouteillage sur place. Il y en a même qui distillent sur place les vodkas, les gins, des choses comme ça, parce que c'est pas trop compliqué, il n'y a pas de vieillissement, donc on peut faire sur place. Parce qu'en fait, une fois que c'est marqué Made in India, vous ne payez plus la taxe. Et donc, vous pouvez vendre votre produit à un prix abordable pour eux. Et quand on a rajouté le prix du transport, le prix de l'embouteillage et la taxe, vous imaginez combien ça coûte une bouteille de Jack Daniels là-bas? C'est inaccessible. C'est seulement les très riches qui peuvent se permettre une bouteille de Jack, alors qu'à la base, c'est quand même un alcool populaire. C'est un alcool qui a un prix tout à fait raisonnable. On n'est pas sur du ultra premium, très cher. On n'est pas sur des vieux scotch à 400 $ la bouteille. Non, on est plutôt sur une bouteille à 25-30 $, très facilement accessible, quand on veut se faire plaisir. Alors imaginez si on est en Inde, où le pouvoir d'achat n'est pas exceptionnel, et on a une bouteille à 80-100 $, juste pour du Old No. 7. C'est quand même compliqué. Donc, beaucoup décident de produire là-bas, et donc l'Inde est le plus gros producteur de whisky au monde. C'est pareil pour le gin et la vodka. Mais, si on doit comparer les vrais pays producteurs, entre guillemets, ceux qui vont vraiment exporter sous leur propre nom, c'est vraiment l'Écosse, avec les scotch, et l'American Whiskey. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu la taille de l'Écosse par rapport à la taille des États-Unis, mais je pense qu'on doit pouvoir rentrer à peu près 50 fois l'Écosse dans les États-Unis. Pourtant, il y a 100 fois plus de distilleries en Écosse qu'aux États-Unis. Vous imaginez? C'est une industrie, hein, le scotch. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 80% des industries écossaises sont sur le whisky, quoi. C'est la plus grosse denrée exportée en Écosse, c'est le whisky. C'est ce qui a fait toute leur renommée d'ailleurs. Hein. Sinon l'Écosse, personne ne connaîtrait. Alors, un peu le golf peut-être, mais bon, c'est microscopique, quoi. Quoi qu'il en soit, imaginez, il y a 100 fois plus de distilleries en Écosse, dans un pays qui fait 50 fois plus petit qu'aux États-Unis. Mais aux États-Unis, je vous rappelle que c'est concentré beaucoup sur le Tennessee et le Kentucky. Il y a 95% du whisky américain qui est fait entre le Kentucky et le Tennessee. Et quand on compare le Kentucky et le Tennessee et l'Écosse, là on est beaucoup plus proche en termes de taille. D'accord? Maintenant, les deux font quasiment le même volume. Ça veut dire qu'une distillerie américaine, elle fait 100 fois le volume d'une distillerie écossaise, vu qu'il y en a 100 fois moins. Imaginez? C'est quand même assez incroyable. Okay. Donc, on va avoir des distilleries aux États-Unis qui vont faire énormément de whisky parce qu'ils ont beaucoup de place pour stocker. En Écosse, en fait, c'est petit comme pays. Donc, du coup, ils font le whisky qu'ils peuvent. Et après, soit ils assemblent avec d'autres distilleries, ils s'associent. Soit ils font juste leur petit single malt, etc. Il y en a beaucoup comme ça. C'est pour ça que souvent, d'ailleurs, les whiskies écossais vont atteindre des prix que ne peuvent pas atteindre les whiskies américains parce qu'en fait, la même distillerie en fait tellement, ça crée de l'offre. Et du coup, il n'y a pas la demande pour aller chercher des whiskies très chers. D'accord? Alors, déjà, on va parler beaucoup sur... on va comparer bien sûr les single malt avec les bourbons, hein, pour faire simple, ou les Tennessee, puisque c'est la même composition. D'abord, la graine. En Écosse, c'est principalement orge maltais. Aux États-Unis, c'est principalement maïs. Principalement. Maintenant, il y a le seigle qui revient beaucoup parce que le rye whisky est à la mode, mais c'est principalement maïs. Seulement, voilà, l'orge maltais, elle a suffisamment de complexité pour qu'on n'ait pas besoin de rajouter autre chose dedans. Elle se suffit à elle-même. Le maïs, lui, par contre, il est un peu flat. Et en plus de ça, je vous rappelle que pour faire du bourbon, on a le droit d'en mettre que 80%. Donc déjà, aux États-Unis, on va commencer par faire une recette de graines. On va mélanger le maïs avec peut-être du seigle, avec de l'orge maltais, pourquoi pas, histoire de rajouter la complexité. On verra après ce que chaque céréale apporte, ça vous aidera à comprendre un petit peu comment l'élaboration est importante ou pas. D'accord? Ensuite, il y a les tonneaux. Aux États-Unis, vous êtes obligatoirement dans un fût neuf. Il faut que ce soit sa première utilisation. Donc vous vous souvenez d'Elijah Craig qui brûlait l'intérieur du fût? C'est obligatoire, parce que la couleur, elle vient entièrement du fût. Mais un fût neuf, ça va vous donner beaucoup de goût aussi, ce qui fait qu'on a un ratio très différent. En Écosse, par exemple, le grain, la distillation, elle va vous apporter à peu près 60% du goût.
même après vieillissement, vous avez quand même 60% du goût qui vient déjà au moment de la distillation. Donc si vous goûtez juste à la sortie de l'alambic comme ça, vous avez déjà quelque chose de très goûteux. Aux États-Unis, pas du tout. Vous avez seulement 30% du goût qui vient des céréales. C'est 70% du goût qui vient du fût. Il est neuf, donc il est très puissant. Donc si vous goûtez généralement un whisky à la sortie de l'alambic, c'est pas top. Tous un peu. Hein, mais c'est pas waouh, quoi. D'accord? Autre chose aussi, aux États-Unis, on n'a pas le droit de mettre en fût à plus de 61 degrés et demi. Il va se passer quelque chose d'assez incroyable, Dame Nature étant bien faite, c'est qu'on va pouvoir retirer avec un liquide qui aura plus d'alcool. Comment on peut produire de l'alcool dans un fût? C'est pas possible. Eh bien si, en fait, parce que c'est l'eau qui va s'évaporer, donc on aura moins de liquide, mais plus d'alcool. Mais l'eau, on va pouvoir en remettre après. Comme ça, on descend à 40%. Hein, mais on n'a pas le droit de mettre le whisky en fût à plus de 61,5 degrés. En Écosse, la tolérance, elle est beaucoup plus haute, on est à 72 degrés. D'accord? Alors, ça, c'est plein de petits détails. Le fût est toujours d'occasion en Écosse, mais c'est un minimum de 3 ans de vieillissement. Alors qu'il est neuf aux États-Unis, mais c'est un minimum de 2 ans de vieillissement. Parce que déjà, ça va vite, 2 ans. Hein, 2 ans sous les toits quand il fait bien chaud. Pourquoi toutes ces différences? C'est principalement dû au climat. En fait, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez un peu la Bretagne. La Bretagne, il pleut souvent. C'est très humide. La Grande-Bretagne, c'est encore pire. C'est grand, mais c'est Bretagne. Donc c'est encore pire. Il fait très humide. Mais il ne fait jamais très chaud. En été, quand on atteint les 25 degrés, on est bien. Alors, même si on a tendance, il ne faut pas oublier que c'est au nord de l'Europe quand même, hein, on est quand même assez proche du cercle polaire. Donc il fait froid, mais pas si froid que ça parce qu'on a un climat marin. Donc en été, il va faire allez, max 15, 20, 25. Et en hiver, comme on est sur quand même près de l'eau, on est sur du moins 10, moins 15. C'est des vrais hivers, hein, pas comme ici. Moi ici, quand on dit écoutez, c'est l'hiver, j'ai froid. Non, je ne regarde pas du tout Laurence quand je dis ça. Ah ben je sais pas, mais c'est l'hiver. Ah ouais, donc il fait 25, c'est ça? Oui, c'est ça. Il fait froid. Alors nous, chez nous, c'est le max. Hein. Dans les Alpes, 25, on est bien. Donc voilà, pour vous dire, la différence de température entre l'hiver et l'été, elle est faible finalement. Hein, c'est 30, 35 degrés. Maintenant, Lynchburg, Tennessee, batterie du Jack Daniels. Hiver, moins 25 à moins 30. Wouhou! C'est pas le même froid là, hein. C'est sec, hein. Ça caille. Hein. D'accord? Été, plus 40, plus 45. Ah, il fait chaud là. Donc vous imaginez, vous avez entre 65 et 70 degrés d'écart. Alors ça agit sur le fût. Le fût va bouger comme ça. En fait, le whisky va rentrer à l'intérieur du bois, il va ressortir, etc. Il fait des allers-retours, il est filtré par le charbon qui a été formé au moment du toastage, d'accord? Et donc il va vieillir très 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 vite s'il est subi à des fortes variations de température, alors qu'en Écosse, il va vieillir beaucoup plus doucement. Alors ça pose un vrai problème. The aging. Vous savez, on peut dire qu'un Écossais, il a 18 ans d'âge, il a 16 ans d'âge, il a 12 ans d'âge. Parce qu'en fait, au bout de 12 ans, on sait, c'est une ligne droite. Le whisky évolue comme ça. Aux États-Unis, c'est pas tout à fait la même sauce. En 2 ans, vous pouvez avoir des fûts qui sont beaucoup plus vieux, entre guillemets, enfin beaucoup plus vieillis en termes de goût, qu'en 8 ans, selon leur position dans le hangar. Ceux qui sont sous les toits, ils vieillissent très très vite, tout en haut, top shelves. Tout en haut, ils vieillissent très vite, et en 2 ans, ils sont prêts à être consommés. Ceux qui sont tout en bas, ils vieillissent très doucement parce qu'ils subissent pratiquement pas d'influence climatique, et donc en 8 ans, ils sont moins prêts que ceux-là là-haut en 2 ans. Donc vous imaginez, votre whisky il est bon, il est prêt, il est vieilli entre guillemets, et là sur la bouteille vous mettez 2 ans d'âge. Personne ne va l'acheter. C'est anti-marketing. Donc on ne met pas l'âge sur les bouteilles de whisky américain parce qu'en fait, ça ne correspond pas à un avantage psychologique pour le consommateur. Et pourtant, le vieillissement est bien là. Alors le seul moyen de se rendre compte si votre whisky il est plus ou moins vieilli, c'est de regarder la couleur. Plus il est foncé, plus il a évolué dans le fût, et donc plus il est corsé, puissant et savoureux. Plus il est clair, plus il va être jeune, et donc forcément il va avoir plus de notes alcooliques supérieures et moins de boisé, de caramel et de vanille. On n'a pas le droit de colorer, hein. On n'a pas le droit de rajouter de la couleur, alors qu'en Écosse on a le droit de mettre un petit peu de caramel dedans pour avoir une couleur stable, parce que sinon le whisky il sort, il est jaune pâle, hein, limite de l'eau sale, quoi, d'accord? Alors on filtre toujours un petit peu le whisky aux États-Unis, en Écosse pas forcément parce qu'ils n'ont pas le problème de débris à l'intérieur vu que c'est pas des fûts, mais on filtre pas à chaque fois sur des grands filtres comme Jack Daniels. On filtre juste sur
voilà, comme l'avait fait Elijah Craig, vous vous souvenez, hein, sur la cellulose, hein, on va filtrer ça sur des filtres en charbon actif ou en tissu, et on va juste le nettoyer de ce qu'on pourrait trouver comme débris, parce que c'est des fûts neufs. Donc vous pouvez avoir des cendres, vous pouvez avoir du charbon qui va dedans, c'est pas forcément très chouette d'avoir une bouteille avec des petits morceaux de charbon qui flottent, donc c'est ça qu'on filtre, mais on ne filtre pas pour changer le goût. Voilà, ça c'est un petit peu pour la différence entre les deux. Alors maintenant, si vous regardez, je vous disais, hein, 95% du whisky vient du Kentucky ou du Tennessee. D'accord? Il faut savoir que pour nous en France, parce que moi je vis en France hein, au quotidien, en France, 98% du whisky américain acheté en France, c'est du Jack. On achète énormément de scotch, mais sur le whisky américain, 98% du marché c'est du Jack. Pour vous dire à quel point Jack a conquis le marché américain. Donc Brown-Forman est vraiment une marque très forte en France, parce qu'ils en ont d'autres en plus. Ils ont encore Woodford, ils ont Early Times qui est aussi présent en France. Donc vous voyez à quel point c'est important pour nous. Alors vous voyez, on parle maintenant des céréales. Quand on va faire la recette, on va mettre des céréales dedans pour brasser, pour faire la bière. C'est une bière qu'on va distiller. Donc pour faire la bière, on a ces 4 céréales à notre disposition. Le maïs, le seigle, le blé et l'orge. Alors d'abord le maïs. Le maïs, on en met beaucoup dans le Tennessee, on en met beaucoup dans le Bourbon. Mais on peut en trouver aussi quand on fait du rye. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'abord c'est une céréale qui pousse là-bas, aux États-Unis, très facilement. Ça vient de là-bas, ça vient d'Amérique, le maïs. Donc forcément, c'est une céréale facile, qui supporte des conditions extrêmes, qui produit beaucoup. Un épi de maïs, c'est gros. Donc ça va faire beaucoup. Un grain de maïs, c'est beaucoup plus gros qu'un grain de blé ou qu'un grain d'orge. Donc on va faire beaucoup plus d'alcool avec. Okay? Seulement voilà, même si le maïs vous apporte du gras et du sucré, c'est assez flat. On le sait souvent quand on goûte un whisky corn, donc 100% maïs ou plus de 80%, donc un corn whisky, on a quand même quelque chose de très rond, très doux, mais on sent vraiment que c'est le fût qui va apporter la complexité, c'est pas le maïs. Le maïs c'est flat. Maintenant, pour éviter que ce soit flat, on a à notre disposition les 3 autres. Entre autres, le seigle. Le seigle c'est épicé. On le sent très bien quand on fait un whisky de seigle, c'est très épicé. On a des arômes de cumin qui arrivent, de girofle, on va avoir peut-être du poivre qui va remonter comme ça, et ça c'est vraiment dû au seigle. D'accord? Donc quand on veut équilibrer un petit peu le côté flat, on met du seigle, mais le seigle est très éphémère. Alors il y en a certains comme Maker's Mark qui vont utiliser du blé. Le blé c'est pas vraiment un goût, c'est plutôt une sensation, c'est smooth. C'est un peu comme, vous connaissez Grey Goose. La vodka Grey Goose, elle est faite 100% blé, et quand vous la goûtez, vous la trouvez très soyeuse, très smooth. Ça, c'est vraiment typique du blé. C'est pas tellement le goût, c'est plutôt la sensation. Hein, c'est un alcool, ça donne un alcool très fin. Mais c'est très difficile à travailler parce que le blé, on est obligé de le travailler avec des enzymes avant de pouvoir le faire fermenter. Donc c'est un processus chimique qui est compliqué. Il y a très peu de personnes qui osent s'y lancer parce que c'est très cher et ça prend du temps et c'est facile de le rater. Donc ça, on sait, Maker's Mark, c'est vraiment lui qui le fait. Maintenant, la dernière qu'on retrouve quasiment dans tous les whiskies américains, c'est l'orge, principalement maltais. Alors, l'orge, c'est la céréale, elle a une particularité, c'est qu'elle vous sèche la bouche. Vraiment, c'est pour ça que les scotch, généralement, quand on les goûte, on prend une baffe un peu acide, etc. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a la bouche sèche? On salive. Et le fait de saliver, c'est le deuxième effet de l'orge, c'est que ça vous donne de la longueur en bouche. Et c'est pour ça qu'ils en mettent tous. Même certaines marques qui font des rye à 95%, ils mettent quand même 5% d'orge maltais. Alors, le maltage, je le rappelle pour ceux qui ne se souviennent pas, le maltage, c'est en fait, on va faire germer l'orge. On va le mouiller pendant 72 heures, 3 jours. Il va germer et l'intérieur de la graine se transforme en sucre. Et ce sucre est la nourriture des levures. Donc on est obligé de faire ça, sinon l'orge, les levures, elles ne savent pas le manger, elles ne savent pas commencer à le manger. Donc on va faire germer. Seulement le problème, c'est que si vous laissez pousser, eh ben, la graine, elle va consommer tout son sucre. Donc il faut qu'on la sèche. Et là, on a plein de façons. Et c'est entre autres comme ça qu'est né les whiskies tourbés. Vous savez, ces whiskies où on a l'impression d'avoir du cuir, du fumé très fort. Vous avez hein, des whiskies comme ça qu'on a généralement. Et vous goûtez, vous faites « Wow, ça c'est plus que fumé, quoi ». Mais ça, c'est uniquement les Écossais et 1 ou 2 Irlandais. Parce qu'en fait, la tourbe, c'est de la terre qui vient du sol écossais et qu'on fait brûler sous l'orge pour le maltage, pour sécher l'orge. C'est là que ça va parfumer. Donc vous ne pouvez pas avoir un bourbon tourbé. S'il y a quelqu'un qui vous dit « Moi, j'aime pas trop le bourbon, c'est trop tourbé pour moi », non, monsieur, le bourbon, c'est fumé. Alors, quelle est la différence? Le tourbé, ça vient des graines,
Le fumé, ça vient du fût. C'est facile. Fumé, c'est facile. C'est un bon moyen pour s'en souvenir. Un whisky qui a le goût fumé, c'est que ça vient du fût. Alors qu'un whisky qui est tourbé, ça vient des graines. Toujours, ça vient de l'orge. D'accord? Ça, c'est juste pour vous en souvenir. Donc, si vous goûtez un whisky américain, il ne sera jamais tourbé. Ou alors, c'est quelqu'un qui a fait une expérience, mais il vous le dit, quoi. Peated, c'est tourbé. Donc, si vous voyez marqué Peated Bourbon, c'est quelqu'un qui a fait une expérience. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait aux États-Unis. D'accord? N'oubliez jamais, hein, 70%, et là, on va le revoir. Alors, ça, c'est la distillation, on en parle juste après, mais 70% du goût vient de votre fût. Et 100% de la couleur. Donc c'est pour ça qu'on a des whiskies qui sont généralement légèrement fumés. À la distillation, c'est l'heure de concentrer l'alcool. D'accord? On va prendre une matière alcoolisée, du vin, de la bière, du cidre, tout ce qui fermente, tout ce qui va produire de l'alcool, il suffit qu'il y ait des levures. On va faire bouillir. Et comme l'eau, elle s'évapore à 100 degrés, mais que l'alcool, lui, qui nous intéresse, il s'évapore après 72 degrés, on va rester un peu entre les deux, et on va essayer de récupérer les alcools. Et on va concentrer au fur et à mesure. Ça, il suffit d'aller dans la pièce à côté, vous allez voir un alambic, hein, et vous allez vite comprendre comment ça marche. C'est une grosse bouilloire, et on récupère les vapeurs, on les rafraîchit, et on récupère l'alcool. Après ça, il faut le mettre dans un fût. Bon, du coup, vous vous souvenez comment il faisait Elijah Craig? Jusqu'il y a encore 30 ans, on faisait comme ça pour les fûts. Et puis il y a quelques années, il y a quelqu'un qui a eu une bonne idée. Aujourd'hui, on a on appelle ça une autoclave pour fût. En fait, hein, c'est un grand convoyeur avec une maille de fer hein, en métal, mais du coup, le feu peut passer en dessous. Les fûts, on continue à les asperger quand même avec du whisky qui vient de sortir de l'alambic pour que ça prenne bien partout et que ça prenne la saveur, et puis que ça prenne bien surtout. Et puis, le tapis, il avance, et là, il y a des flammes à 800 degrés avec du gaz qui sortent. Et ensuite, ça amène tout ça dans une pièce et on étouffe exactement comme Elijah Craig qui avait refermé son fût pour tuer le feu. Hein, dès qu'il n'y a plus d'oxygène, le feu s'éteint. Et bien là, on fait pareil, mais dans une grande pièce. Alors avant, il fallait à peu près, en une journée, on faisait 20 fûts en toastage comme ça. Aujourd'hui, en 10 minutes, on fait 20 fûts. Voilà, en termes vraiment, pas au niveau de la construction, hein, ça c'est toujours à la main et tout, mais du coup pour le même résultat, on va beaucoup plus vite aujourd'hui et avec la production c'est quand même assez intéressant. Alors Brown-Forman a 2 tonnelleries, une qui est uniquement pour Jack Daniels et une autre qui est pour tous les autres whiskies, parce qu'en fait ils ont besoin d'avoir le contrôle sur leur fût dès le départ, parce que comme je le dis, c'est 70% du goût, et comme Jack Daniels c'est un goût qui est très particulier, ils ne peuvent pas se permettre de demander à quelqu'un d'autre de faire les fûts toastés comme eux ils ont besoin. Donc ils gardent la fabrication, la main sur la fabrication de tonneries. En fait, c'était des gens qui travaillaient pour eux, ils les ont rachetés tout simplement parce que c'était beaucoup plus simple. Ça évitait qu'un jour la tonnerie disparaisse ou quoi. Là au moins maintenant ils savent que c'est des gens à eux qui travaillent. Alors quand on regarde un petit peu vite fait le schéma, hein, on le voit, on a la base céréalière, on en a parlé. L'eau, ah oui, l'eau c'est important pour faire du whisky. Hein. N'oubliez pas, hein, dans une bouteille à 40%, vous avez 60% d'eau. Donc l'eau, il faut qu'elle soit bonne. Mais l'eau, il faut surtout qu'elle soit sans fer, sinon ça va s'oxyder. Enfin, le fer, ça rouille, mais c'est pareil au niveau du goût. Hein, le goût métallique, c'est jamais très agréable, donc sans fer. Et puis, avec des minéraux. Ces minéraux, c'est calcium, magnésium. C'est comme des petits cailloux. Imaginez des petits cailloux, ça va déchirer en fait, hein, comme on va poncer un bois, ou même si vous utilisez du sucre dans votre caipirinha pour aller râper le zeste du citron, hein, vous voyez, quand vous râpez comme ça, les petits cailloux, ils sont microscopiques, ils vont faire pareil, ils vont déchirer les saveurs, vous allez les retrouver dans l'eau, et on va pouvoir distiller après, et on va retrouver ces saveurs. D'accord? Enfin, vous avez la fermentation, là on rajoute de la levure dans la bière, ça va créer la bière, donc des graines, on récupère le sucre, on a l'eau, on filtre tout ça, on enlève les graines, on met la levure, ça se met à fermenter. Quand ça a bien fermenté, on envoie l'alambic. D'accord? Et ça, c'est du savoir-faire. La distillation, bien sûr. Pour les Tennessee, filtration sur charbon de bois. Et enfin, on met en fût, on laisse vieillir minimum 2 ans. Donc tout le monde, 2 ans aux États-Unis, hein, donc minimum 2 ans. Okay, et après, on pourra soit assembler et mettre en bouteille, soit on fait un single barrel, et là, on met directement en bouteille. Mais ça, ce sera des fûts sélectionnés.